Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc aujourd'hui commencer le cours en vous disant que je vais vous rendre vos copies du premier contrôle continu tout à l'heure après la pause, tout bêtement parce que je viens de réaliser que j'ai oublié les copies dans mon bureau. Donc on fera ça après la pause. Et donc on prendra un petit temps pour la correction. J'ai vérifié auprès de l'administration, j'ai tout à fait la possibilité de ne compter votre note que si elle est supérieure à la note de l'examen. Bon, je le fais quand même parce que un certain nombre d'entre vous ont commis des erreurs, etc. Vous verrez tout à l'heure, et ce serait dommage que ça vous soit préjudiciable. Il est possible, au fond, que vous ayez une meilleure note à l'examen qu'au contrôle continu. Cela dit, il y a de très très bonnes notes. La plupart d'entre vous ont bien réussi, mais enfin, je ne vais pas épiloguer. On verra ça tout à l'heure avec le corrigé. Alors, je préfère, ça tombe plutôt bien parce que je préfère avancer dans le cours le plus possible. Ce qu'on fera, j'y ai repensé, comme on va manquer de temps, je pense, c'est que peut-être que le sujet de l'examen, on le fera à distance, c'est-à-dire je vous enverrai un sujet pour celles et ceux d'entre vous qui veulent vous entraîner, enfin qui voulaient vous entraîner, et puis on conviendra d'un rendez-vous un soir par Zoom, et je vous ferai une correction par Zoom depuis chez moi un soir. Comme ça, ça évitera de prendre le temps d'un vrai cours pour faire cet entraînement. Vous le faites si vous voulez ou pas, ça ne comptera pas, c'est juste un entraînement pour le sujet de l'examen. Voilà, si on n'a pas le temps de le faire, je doute qu'on ait le temps, mais donc on fera ça comme ça. Alors, je rappelle donc où nous en sommes. Nous en sommes à la troisième partie sur les natures de mots et groupes de mots. On avait travaillé sur la question des noms et on en était aux articles. Et je vous avais expliqué donc d'une part je vous avais expliqué deux points en détail. D'une part, la distinction entre extension et extensité, ça c'est vraiment une distinction importante à connaître pour les articles, l'ensemble des déterminants d'ailleurs, et pour la compréhension de l'ensemble du groupe nominal, puisque la réduction d'extension concerne en fait les expansions du nom. Donc, je vous rappelle, l'extension d'un nom, c'est l'ensemble de tout ce que je peux nommer en utilisant ce nom. L'ensemble des voitures, c'est tous les objets que je peux nommer voitures. Bon. Donc, forcément, ces ensembles, ils ont des sous-ensembles. Et ici, on voit avec cet exemple que véhicule a une extension plus grande que voiture, qui lui-même a une extension plus grande que SUV. Bien, donc on a comme ça des emboîtements successifs de notions, de concepts, de catégories, qui donc s'expliquent en termes d'extension du nom, ou d'extension du concept. Eh bien, ce que je veux montrer en utilisant cet exemple, c'est qu'une expansion nominale joue exactement le même rôle par rapport en termes donc d'extension, c'est-à-dire que quand vous passez de voiture rouge à voiture, vous avez tout simplement réduit l'extension du nom. Ça donne donc une indication qu'on peut généraliser sur le rôle des expansions du nom. Vous voyez, il n'y a pas besoin de déterminant là. Voiture rouge, ça donne un sous-ensemble de l'ensemble des voitures. Et tout ce qui est adjectif, complément du nom, subordonné relatif qui vont avoir ce rôle restrictif, ces trois moyens, qui sont les trois moyens principaux, vont permettre de réduire l'extension du nom. Et l'autre notion, c'est la notion d'extensité, qui est beaucoup plus une question liée, qui est un concept plutôt lié à deux idées. D'une part, l'idée d'actualisation et d'autre part, l'idée de nombre. Je vous avais dit, à partir du moment où vous passez du concept à désigner quelque chose de précis, que ce soit une chose, deux choses, un ensemble de choses, vous avez besoin d'un article. Soit vous prenez voiture dans le dictionnaire, ça désigne aucune voiture, ça décrit la catégorie voiture. À partir du moment où vous voulez dire ma voiture, ces voitures, la voiture en général pollue, etc. Bon, vous avez toujours besoin d'un article à ce moment-là. Quand vous passez de la notion dans le dictionnaire au mot employé dans le discours, vous avez besoin d'un article. C'est ce qu'on appelle donc l'actualisation du nom. Le nom, il a, comme disent certains linguistes, une référence virtuelle dans le dictionnaire. C'est-à-dire, il peut s'appliquer à telle ou telle chose, mais pour l'instant, dans le dictionnaire, il ne s'applique à aucune.
Et au moment où vous l'employez dans le discours, il a une référence actuelle, il est actualisé, et donc le mot voiture va désigner telle ou telle voiture précise ou un ensemble. Donc l'extensité, ça désigne ça, en particulier la quantité, c'est un peu une simplification, mais on peut s'en contenter pour l'instant. Donc on va avoir une extensité qui va aller de 0 à l'infini. 0, aucun homme, 1 homme, 2 hommes, 3 hommes, beaucoup d'hommes, une infinité d'hommes, tous les hommes, etc. Vous voyez, donc on peut passer avec une gradation en faisant varier le déterminant d'une extensité 0 à une extensité infinie, comme dans l'homme est mortel. Alors je vous avais montré aussi qu'une façon de rendre compte de ces propriétés des articles 1 et le, c'est ce schéma dû à Gustave Guillaume, donc le linguiste qui a créé cette école linguistique, cette théorie linguistique qu'on appelle la psychomécanique du langage, dont je ne sais pas si j'aurai le temps de vous en parler un tout petit peu, si peut-être au sujet du verbe. Bon, donc là, on a un schéma qui nous montre qu'on peut expliquer les valeurs à la fois génériques et spécifiques des articles 1 et le, avec un schéma comme ça, qui présente les déterminants, enfin qui présente les articles, pardon, comme étant le résultat, la trace, si vous voulez, dans les langues, dans la langue française, de deux mouvements, un mouvement de particularisation, qui est donc le sens de l'article 1. Vous voyez, pour Guillaume, c'est vraiment comme ça qu'il faut comprendre la chose. Pour lui, le sens de l'article 1, c'est un mouvement de pensée particularisant. Ça sert à mettre la notion avec laquelle il est employé dans une voie, une visée particularisante. Et puis au contraire, met la notion avec laquelle il est employé, le mot avec lequel il est employé, le nom avec lequel il est employé, dans une tension généralisante, dans une vision, dans une visée généralisante. Mais cette visée particularisante de l'article 1, elle peut être interrompue tôt ou tard. Ça, c'est le principe général de la psychomécanique du langage. Toutes les entités linguistiques, toutes les catégories linguistiques, toutes les structures linguistiques sont des mouvements de pensée interrompus plus ou moins tôt ou plus ou moins tard. Et en fait, le contenu sémantique de la notion va varier selon que le mouvement est interrompu tôt ou tard. Bon, ça c'est un peu abstrait, mais bon, c'est pas... je vous expliquerai ça peut-être à une autre occasion, ou peut-être à une autre année, je ne sais pas quand. On verra. Ou alors, il faudra vous documenter, mais c'est passionnant. C'est vraiment une théorie très importante en France. C'est un des grands linguistes français. Mais c'est une théorie un peu compliquée. Du coup, elle est très peu enseignée parce que c'est difficile à enseigner. Et puis, les chercheurs, ça leur demande beaucoup de temps pour la maîtriser. Donc, au fond, on l'emploie de moins en moins. Mais ça reste absolument génial, je trouve, pas spécialement pour l'article, mais pour l'invention de cette idée que le sens dépend de la durée d'un processus cognitif. Plus c'est vraiment une théorie de la sémantique grammaticale où, en fait, votre morphème ou le mot, n'importe quoi, que ce soit un mot lexical ou un mot grammatical, son contenu sémantique va être modifié en fonction du temps de construction mentale de l'opération. Alors évidemment, ce sont des temps totalement immesurables parce que ce sont des espèces de micro-durées théoriques qui n'ont jamais été prouvées du point de vue de la psychologie cognitive, etc. Ce sont des pures hypothèses linguistiques, mais je pense que cette hypothèse n'a pas donné encore tous les résultats qu'elle aurait pu donner, et c'est pour cette raison que je suis très favorable au développement et à l'analyse, à l'étude de cette théorie. Bon, et c'est pour cette raison que je vous en parle d'ailleurs, pour cet exemple-là, parce que c'est un exemple assez simple à comprendre. Donc si vous interrompez le mouvement de particularisation tôt, proche du général ou de l'universel, vous obtenez le sens générique de l'article 1, un enfant doit se coucher de bonne heure. Si vous l'interrompez tard, vous obtenez un sens spécifique. Et inversement, pour l'article le, si vous l'interrompez tôt, vous obtenez un effet de sens proche du particulier, donc le spécifique, et si vous l'interrompez tard,
vous obtenez un effet de sens générique. Et je vous avais expliqué l'ordre, pourquoi le 1 va vers le particulier, le vers le général. Eh bien parce qu'on voit bien que la généricité obtenue avec 1 est différente qualitativement de la généricité obtenue avec le. Je vous avais pris cet exemple, un enfant doit se coucher de bonne heure. C'est une phrase qu'on pourra dire en ayant en vue un exemple précis, particulier, c'est orienté vers un exemple particulier, alors que l'enfant a besoin de liberté, en général, ça ne s'adresse à rien de particulier, c'est de la pure généricité. Donc il y a bien une généralité qui est orientée vers le particulier et une autre qui est orientée vers la généralité. Alors, on en était là, et maintenant, il faut avancer. Donc, on va travailler surtout sur le partitif. Là, je mentionne pour rappel ce qu'on appelle les formes contractées de l'article défini. Vous connaissez toutes et tous cela. A plus le en français, ça fait O, elle va au travail. A plus les, ça fait O à UX, alors que A plus le, c'est O à U. 2 plus le, ça fait du, etc. Bon, juste une remarque à ce sujet. La tradition dit pour cela forme contractée de l'article. Mais c'est très ambigu parce qu'en réalité, c'est la fusion d'une préposition et d'un article. Donc, au fond, on aurait très bien pu dire forme contractée de la préposition. En fait, c'est la contraction d'une préposition et d'un article. Et de plus, ça a la valeur, du coup, quand un article défini contracté précède un nom, eh bien, l'ensemble de l'article défini contracté et du nom a une valeur de groupe prépositionnel. Donc, et pas de groupe nominal. Donc, effectivement, cette dénomination, forme contractée de l'article, qui donne l'impression que c'est un article, ou que c'est juste une forme de l'article, c'est quand même pas très heureux, mais bon, c'est comme ça, c'est inscrit dans... Il faut vraiment prendre cette expression avec beaucoup de circonspection, et elle est, encore une fois, ça fait partie de l'arbitraire de la terminologie. Il vaudrait mieux, alors certains linguistes ont proposé amalgame. C'est vrai que c'est plus juste, c'est plus pertinent de dire que c'est un amalgame de la préposition et de l'article. Mais évidemment, amalgame, ça n'a pas du tout percé dans le milieu scolaire. C'était la solution proposée par la grammaire méthodique du français de Riegel-Pella et Rioul. Bon, on n'a pas trouvé, pour l'instant, il faut dire que ce n'est pas une question qui a beaucoup préoccupé les linguistes, mais c'est vrai que ça pourrait être bien de trouver une meilleure dénomination pour cela, pour de futures terminologies scolaires. Mais l'essentiel, c'est de ne pas être dupe, de la dénomination. Bon, ensuite, le point le plus important et le plus intéressant, c'est le partitif. Alors le partitif, évidemment, c'est compliqué. Donc quand on introduit la notion d'article dans les premiers niveaux, A, B1, on ne parle pas du partitif. On fait bien attention d'éviter les exemples de partitif, parce que le partitif, pour pouvoir le comprendre et l'utiliser à bon escient, il faut être capable de faire la distinction entre deux grands types de noms, les noms massifs et les noms comptables. Or, donc il faut d'abord comprendre ces distinctions entre les noms massifs et les noms comptables. Les noms comptables, comme l'indique leur nom, alors là en l'occurrence c'est transparent, on peut les compter. C'est-à-dire par exemple une chaise, une table, ce sont des noms comptables, vous pouvez dire il y a 3 chaises, 4 chaises dans la salle. Prenez un exemple comme de massif, un nom massif comme de la boue. Vous ne pouvez pas dire il y a une boue par terre, il y a 2 boues par terre, 3 boues, ça ne marche pas. Donc le massif, lui, il ne peut pas être compté. Et puis il y a une deuxième propriété qui est le miroir de la précédente, c'est que c'est la propriété de divisibilité. Quand vous avez du massif, vous pouvez le diviser sans qu'il perde son identité. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez de la boue, vous pouvez prendre un petit peu de boue, c'est toujours de la boue. Par contre, si vous prenez un petit morceau d'une chaise, c'est plus une chaise. Ça va être un pied de chaise, un dossier de chaise, etc. Donc ce n'est pas divisible, sans perdre son identité. Les noms comptables ne sont pas divisibles sans qu'ils perdent sans perdre leur identité. Alors que les noms massifs, eux, sont divisibles sans perdre leur identité. De la boue, un petit peu de boue, c'est toujours de la boue.
Alors je prends volontairement de la boue parce que c'est moins ambigu que d'autres exemples. Alors il faut ajouter à cela, dans les noms massifs, les noms abstraits, comme du courage. Ça marche, on ne peut pas dire il y a un courage, deux courages, il a fait preuve de 3 courages extraordinaires. Bon, non. Il a quelqu'un qui a été 3 fois courageux, dans 3 occasions de sa vie. On ne peut pas dire il a eu 3 courages dans sa vie. Enfin, on pourrait à la rigueur, mais c'est quand même un peu bizarre de dire 3 courages. Ou alors il faudrait faire des catégories, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis de même, un petit peu de courage, c'est toujours du courage. Donc vous voyez, ça se rapproche assez bien. Donc il y a 2 sortes de noms massifs, les noms abstraits et les noms concrets. Les abstraits massifs, les concrets massifs. Bien. Alors, un petit détail qui, du coup, une fois qu'on a introduit les partitifs, ajoute une complexité dans l'analyse grammaticale. C'est que il faut faire attention à ne pas confondre, du coup, plusieurs formes qui sont identiques, mais qui signifient des choses complètement différentes. L'article indéfini pluriel des, comme elle achète des fruits, c'est le verbe acheter se construit avec un COD, elle achète quelque chose. D'accord ? Elle les achète. Bon. Donc on a bien ici un COD, c'est-à-dire que des est un article indéfini pluriel. Mais des, elle parle des fruits qu'elle a achetés. Ici, j'ai le des de plus les. Elle parle de quelque chose. D'accord ? Alors vous allez me dire, on peut dire elle achète de quelque chose. Elle en achète des fruits. Oui, mais vous ne pouvez pas dire elle parle les fruits qu'elle a achetés. Là, le de ne peut pas du tout être enlevé. Là, pour toutes sortes de raisons sur lesquelles je ne reviens pas, on pourrait avoir la construction avec de, mais en fait, c'est une autre valeur du de. Mais en revanche, là, c'est clair qu'on ne pourrait pas l'enlever. Donc, on a bien quand même une différence entre l'article indéfini pluriel et la forme contractée de l'article défini pluriel. Vous voyez, le même mot, ça qui est quand même un peu compliqué en français parfois, le même mot des peut avoir 2 valeurs totalement différentes. Et même chose, vous voyez, je ne l'ai pas indiqué ici, mais peut-être que je l'ai mis dans la diapositive suivante, je ne me souviens plus, mais je peux le dire dès maintenant. Le mot du, vous voyez, peut être l'article partitif, il faut du courage pour surmonter cela, mais ça peut être aussi, comme on l'a vu ici, de plus le, elle revient du travail. Bon, donc il faudra faire attention à ne pas confondre ces formes. Oui. Par exemple, dans les cas de il lui offre des roses, Mmh. des roses, moi je trouve que c'est un article indéfini pluriel. Bien sûr. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Et en fait, quand on le pronominalise, il faut utiliser les ou on. Ben, les deux sont possibles, justement. Parce que tout dépend, il les offre, ou il les lui offre, ou il lui en offre. Donc là, il y a 2 constructions. Mais si vous voulez, ce qui est important, bon, parce que je n'ai pas le temps de commenter la deuxième qui est facultative, il en offre, d'accord ? Mais vous voyez intuitivement que en offre, ça donne l'impression d'un prélèvement sur quelque chose. C'est ça qui va être la nuance par rapport à il les offre. D'accord ? Mais bien sûr que les deux sont possibles, oui, tout à fait. Alors, maintenant, voyons un peu comment ça fonctionne, l'article partitif. Ce schéma-là, ce tableau de répartition a l'air de montrer que, en fait, le partitif, il sert d'indéfini pour les noms massifs. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que, quand vous voyez, on prend 2 exemples, comme je l'ai fait tout à l'heure, la chaise et la boue. Chaise, exemple typique de nom comptable, boue, exemple typique de nom massif. Avec l'article défini, il n'y a pas de problème. L'article défini peut s'employer aussi bien avec les massifs qu'avec les comptables. Ça marche très bien, il n'y a aucune difficulté. En revanche, quand vous prenez l'article indéfini, vous voyez que l'article indéfini 1, on peut l'utiliser avec le nom comptable, mais il n'est pas possible de l'utiliser avec les noms massifs. Vous ne pouvez pas dire, comme je disais tout à l'heure, pour le numéral, mais ça vaut aussi pour l'article indéfini,
il y a une boue par terre, ça ne marche pas. Il faut un courage pour faire cela. Si vous ne dites pas, si vous n'ajoutez pas un adjectif, un courage extraordinaire, un courage, etc., ça ne marche pas non plus. Vous ne pouvez pas utiliser l'article indéfini. Donc il y a un trou, si vous voulez. Vous avez l'article défini, l'article indéfini, mais l'article indéfini en français ne peut pas s'employer avec les noms massifs. Et c'est là qu'apparaît l'intérêt de l'article partitif. Il y a de la boue par terre, vous utilisez le partitif avec le massif, et le partitif, lui, il ne peut pas s'utiliser avec le comptable. C'est très difficile de dire il y a de la chaise dans le bureau, au lieu de dire il y a une chaise dans le bureau. Bien, donc, vous voyez, quand on présente les choses comme ça, on a l'air de dire qu'il y a deux sortes de noms, et le type de nom sélectionne le type d'article qui peut le précéder. Hein, sachant que l'article défini est possible avec les deux types de noms, et qu'ensuite, l'article indéfini va s'employer spécifiquement pour les comptables, et l'article partitif pour les massifs. Donc ça revient bien à ce que je disais tout à l'heure, l'article partitif, il sert d'indéfini pour les massifs. Bien, ça c'est une première vision des choses, mais quand on approfondit un tout petit peu, on se rend compte d'autre chose. Et ça, vous voyez, il faut vraiment que les professeurs le comprennent pour ne pas faire d'erreur dans les exemples qu'ils proposent. C'est que, en réalité, les choses ne fonctionnent pas vraiment comme ça. Ce n'est pas l'article qui va s'adapter au nom. Ce qu'on peut montrer, c'est que c'est le contraire. C'est l'article qui transforme le nom, en quelque sorte. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là? Prenez l'exemple du bœuf. Le bœuf, au départ, l'animal, le bœuf, c'est quoi? Est-ce que c'est massif ou comptable, un bœuf? Comptable, hein? Un bœuf, vous pouvez dire il y a 2 bœufs, 3 bœufs, 10 bœufs dans ce pré, et si vous prenez un petit morceau du bœuf, ça va être une oreille, une patte de bœuf, etc. Bon, c'est clair, c'est un nom comptable. En revanche, si vous parlez du bœuf en disant la viande de bœuf, hein, vous mangez du bœuf, ben là, un petit peu de viande de bœuf, c'est toujours de la viande de bœuf. Donc, on peut utiliser le mot bœuf soit comme un comptable, soit comme un massif. Hein, du bœuf, de la viande, au sens de la viande de bœuf, ça devient massif. Donc en fait, on se rend compte que, en fonction du déterminant, le groupe nominal va changer de catégorie. Donc vous pouvez avoir un nom comme bœuf, hein, qui est comptable. Donc vous l'employez, vous fabriquez un groupe nominal comptable avec un article défini qui est fait exprès pour les noms comptables. Donc, enfin, non, pardon. Oui, là c'est le bœuf avec un employé, disons, non, je l'ai dit tout à l'heure, l'article défini il marche avec tous, hein, mais vous utilisez ici le bœuf est dans le pré au sens d'un nom comptable, mais on peut dire j'aurais dû mettre ici un bœuf est dans le pré, hein, parce que ce serait plus logique hein, de mettre un. Mais bon, peu importe, ici, vous avez un groupe nominal comptable, que ce soit le ou un. D'accord? En revanche, si vous utilisez un partitif avec bœuf, qui est un nom comptable, donc qui, d'après ce schéma-là, c'est pas possible de mettre un partitif avec le comptable. Mais en réalité, avec certains noms, si, c'est possible, mais simplement, si vous utilisez un partitif avec un comptable, avec un nom comptable, ça vous fabrique un groupe nominal massif. Donc il faut distinguer le niveau du nom du niveau du groupe nominal. Je peux très bien partir d'un nom comptable et fabriquer un nom massif avec un partitif. Donc vous voyez, là, ça n'est plus le nom qui va sélectionner le déterminant, c'est le déterminant qui va transformer le groupe nominal en massif ou comptable. Alors, évidemment, ça ne marche pas avec tous les noms comptables. Hein. Quoique, en cherchant bien, on peut trouver. Tout à l'heure, je disais, ce n'est pas possible de dire il y a de la chaise dans ce bureau. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des contextes dans lesquels on pourrait dire de la chaise? Par exemple, vous diriez quoi? Cette partie de la chaise... Ah oui, mais non, là, c'est tout autre chose. Parce que là, là, vous avez 2 plus. Là, c'est plus le partitif. Non, il faudrait des exemples du type, imaginez un grossiste qui va dire « Ah, on a reçu de la chaise ce matin. On a reçu de la chaise. »
c'est-à-dire une masse de chaise. Hein. Donc de la chaise, un petit peu de la chaise, c'est toujours de la chaise. D'accord? Et donc, c'est possible avec un certain nombre de noms. Bon, alors évidemment, avec les noms d'animaux, ça marche assez bien. Mais, alors, vous allez me dire, bah oui, mais alors à ce moment-là, pourquoi je me permets de dire que le bœuf, c'est un nom comptable? Le groupe nominal, il peut aussi bien être massif que comptable. Du bœuf, un bœuf. Hein? Donc, qu'est-ce qui me permet de dire que le nom bœuf, il est comptable au départ? Bah, tout bêtement parce que la viande de bœuf, c'est fabriqué avec le bœuf. Donc, ontologiquement, au début, il y a d'abord un animal et ensuite on fabrique la viande. Donc, il y a quand même comment dire, du point de vue référentiel, en fait, parce qu'on simplifie en disant que le nom est comptable ou massif, mais en réalité, si on voulait être plus précis, il faudrait dire le référent du nom. C'est le référent qui est comptable ou massif. Et le référent du nom bœuf, bah, il est comptable quand c'est l'animal, et c'est le point de départ, et ensuite, il y a la viande de bœuf. Alors, d'une façon inverse, hein, on peut aussi employer, là où normalement on a avec donc les noms massifs, on a vu, avec les noms massifs, normalement j'utilise des partitifs. J'ai bu du vin, j'ai bu de la bière, il faut du courage pour faire ceci. Bon, très bien. Ça, c'est l'emploi normal. J'ai un nom massif, j'ai un article partitif, donc j'ai un groupe nominal massif. Bien. Mais si j'emploie cette fois-ci un article comme l'article indéfini, qui normalement s'utilise avec les noms comptables, eh bien, si je l'utilise avec un nom massif, je vais fabriquer, comme tout à l'heure, je vais transformer mon nom massif en groupe nominal comptable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire j'ai bu un vin extraordinaire? Ça veut dire un type de vin. Hein. Donc là, il y a plusieurs valeurs possibles, en fait. Hein. Donc, par exemple, pour un vin extraordinaire, là, c'est une sous-catégorie. Hein. Par exemple, enfin, vous pourrez dire à ce moment-là, au cours de ce repas, nous avons goûté 3 vins délicieux. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu 3 verres de vin, hein, mais c'est 3 types de vin. D'accord ? De même qu'il a fait preuve d'un courage extraordinaire, c'est un type de courage. D'accord ? Donc, à ce moment-là, quand vous êtes dans le type, il y en a un. Vous pourrez dire aussi il y a 2 courages. Au sens il y a 2 courages. Le courage de l'inconscient et le courage de la personne vraiment courageuse. Hein. Bon, ben, ça veut dire qu'il y a 2 types de courage. D'accord ? Donc, ça peut fabriquer un type. Mais ça peut fabriquer aussi autre chose. Quand vous dites j'ai bu une bière, ça peut vouloir dire une bouteille ou un verre. Je vois que les gens comprennent là tout de suite ce que je veux dire. Donc, là, c'est le contenant qui va fabriquer le comptable. C'est plus le type. Alors, ça peut signifier ça. Hein. On a goûté 3 bières, ça peut être 3 types de bières. Mais si vous dites j'ai bu 3 bières, c'est rare que vous interprétiez j'ai bu 3 types de bières. On va penser que vous avez bu 3 verres ou 3 bouteilles, enfin bref. Hein. D'accord ? C'est le contenant qui va fabriquer tout d'un coup quelque chose qui devient comptable. Parce que là, du coup, vous pouvez dire combien de bières tu as bu. Avec cette ambiguïté, combien de bières tu as bu, ça peut être combien de sortes ou combien de contenants, hein, combien de bouteilles ou combien de verres, etc. Ok, donc c'est intéressant le partitif, mais du coup, c'est difficile à manier hein, et à expliquer. Quand est-ce que j'utilise du, de la, etc. Pour les étudiants, les apprenants de français, c'est quand même très difficile. Hein. Donc, moi, je conseille quand même d'éviter les noms comptables dans la mesure les noms massifs dans la mesure du possible, ou alors de les utiliser uniquement avec l'article le, quand ça ne pose pas de problème. Et puis, à un moment donné, plus tard, dans l'apprentissage, mettons à B2, on commence à expliquer ce genre de choses. Mais c'est quand même compliqué. Alors ensuite, passons à une autre catégorie de déterminants, mais là, je ne vais pas dire grand-chose parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Le possessif, enfin, si, il y aurait plein de choses à dire, hein, mais on va se limiter à l'essentiel. Pour le possessif, la chose importante à retenir, c'est que le possessif, je vous l'avais dit la dernière fois, mais rapidement,
contrairement à l'article, qui lui véhicule vraiment une notion d'extensité uniquement, le possessif, comme le démonstratif d'ailleurs, véhicule en même temps une idée d'extension et une idée d'extensité. Pourquoi ? Parce que le possessif, le déterminant possessif, il intègre un article plus un genre de complément du nom. Quand vous dites mon chapeau, ça veut dire le chapeau de moi. Quand vous dites son chapeau, c'est le chapeau de lui. Donc le mon ou le son, c'est pareil que le plus de x. Donc en fait, le déterminant possessif, il intègre à la fois une idée de personne, première personne, deuxième personne, troisième personne, et puis l'article. Donc c'est aussi là une forme un peu mixte. Voilà. Et on parle bien de déterminant possessif et pas d'adjectif possessif. Pour des raisons que j'ai déjà expliquées, le déterminant, sa définition générale, c'est qu'il précède le nom. Alors, un petit détail sur la forme leur, qui est donc une des formes du possessif à la troisième personne. Leur maison, leur au pluriel problème. Mais attention, la forme leur est aussi la forme d'un pronom personnel. Elle leur parle. Alors, en principe, avec ce que je vous ai expliqué, ça n'est pas possible que vous vous trompiez de catégorie parce que leur déterminant, forcément, c'est le premier élément d'un groupe nominal, donc il est suivi d'un nom obligatoirement. Ou tout au moins, oui, le déterminant, il peut être suivi d'un adjectif, mais il va être dans un groupe nominal. Par exemple, si vous dites leur magnifique maison, bon, c'est sûr qu'on ne peut pas dire juste que leur précède un nom. Mais il va être le déterminant d'un groupe nominal, obligatoirement, leur déterminant. Qui dit déterminant dit groupe nominal. Alors que quand vous avez le pronom, vous voyez bien qu'il parle à quelqu'un, ça fait partie du groupe verbal, ça, leur parle. Donc, en principe, c'est impossible de confondre, sauf si on n'a rien compris du tout, le déterminant et le pronom leur. Ah oui, alors un petit détail aussi encore, c'est un peu comme de belles fleurs ça. Le français, pour des raisons dites d'euphonie, mais bon, il faudrait voir exactement. Lorsqu'on a un déterminant possessif féminin devant un nom qui commence par une voyelle, on le transforme en masculin. On dit ma femme, mais on ne va pas dire ma amie, mais on dit mon ami. Ce qui est quand même très bizarre d'utiliser le masculin pour dire un féminin, juste parce que ma amie, ça ferait bizarre. Bon. Mais c'est comme ça. Voilà. Donc là, c'est vraiment le hasard de l'histoire. Je ne pourrais pas vous dire, parce que je n'ai pas regardé de près, mais il doit y avoir un moment dans l'histoire du français où ce choix s'est cristallisé, enfin cette structure s'est cristallisée. Ça n'a rien à voir avec l'histoire du masculin générique, je pense, mais bon, c'est quand même une bizarrerie. Mais n'empêche que, aussi bizarre que ce soit, vous ne trouverez aucun francophone natif qui dira ma amie ou ma habitation. C'est très intégré. C'est pas du tout comme certaines formes qui sont disparaissantes. Par exemple, vous voyez, justement, si on compare deux belles fleurs, des belles fleurs, alors ça, c'est très instable. Vous entendez des gens dire elle a acheté des belles fleurs, elle a acheté de belles fleurs. Mais vous trouverez personne qui dit ma amie est formidable. Bien. Alors, passons maintenant au déterminant démonstratif, si le truc veut bien marcher. Apparemment, je n'ai plus de pile, donc on va faire à la main. Le déterminant démonstratif, donc, qui, comme le déterminant possessif, a deux valeurs. La valeur d'un article plus autre chose. Alors, cette autre valeur du démonstratif, là, ça va être une valeur qui va être une valeur, bon, disons-le d'abord sous une forme non technique. D'ailleurs, je n'ai même pas intégré d'éléments techniques ici dans cette diapositive parce qu'on n'a pas le temps d'approfondir cela. Mais vous pouvez dire, quand vous dites on voit beaucoup de chênes dans les forêts, ces arbres perdent leurs feuilles en hiver. Ces renvoie aux arbres dont vous venez de parler avant, c'est-à-dire aux chênes. Donc là, c'est le plus renvoie à ce qui précède.
D'accord ? Ces arbres, ce sont les chênes, enfin, ce sont les arbres dont j'ai parlé avant. Donc là aussi, il y a le plus une information supplémentaire. Regarde ces arbres que je montre. Hein. Donc là, c'est regarde ces arbres, CES, c'est l'équivalent de regarde les arbres que je montre. Donc vous voyez, comme dans le cas du possessif, il y a l'article plus une autre information, qui cette fois-ci est une information, alors pour le dire plus techniquement, mais vous connaissez peut-être ces notions, enfin vous allez me dire si vous les connaissez ou pas, les notions d'anaphore, de DX6, hein. Par anaphore, c'est-à-dire ça reprend quelque chose qui précède, ça peut être par cataphore qui annonce quelque chose qui suit, par exemple si vous dites « elle m'a tenu ses propos », deux points, ouvrez les guillemets, et là vous dites ce qu'elle a dit, ça c'est cataphorique, et puis la DX6, l'emploi déictique, c'est quand vous montrez, quand c'est dans la situation d'énonciation, regarde ces arbres que je montre. Voilà. Mais l'important à retenir, si vous voulez, en un mot, c'est que ça a la même structure, le déterminant démonstratif a la même structure que le possessif, c'est la valeur d'un article, enfin la même structure sémantique, hein, la valeur de l'article plus une valeur relative en fait à l'extension. Donc ces deux déterminants, possessif et démonstratif, sont des déterminants un peu mixtes. Ils régulent à la fois l'extension et l'extensité, alors que tous les autres déterminants sont des déterminants qui ne régulent que l'extensité. Ah oui, c'est vrai, ça ne marche plus. Alors, ensuite, on a le numéral. Alors, le numéral, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, sauf que c'est 1, 2, 3, etc. Alors, il faut compter aussi, il y a des complications, hein, mais ça, dans le déterminant numéral, si on veut classer tous les déterminants, on commence par ces numéros-là qui sont simples, mais vous avez ensuite des déterminants numéraux complexes, du type 1 quart de, alors après, une dizaine de, ça devient plus un indéfini, mais vous voyez, vous avez d'autres formes de déterminants numéraux, et la seule chose qu'on puisse commenter un petit peu là-dessus, c'est sur l'incertitude du 1 entre le numéral et l'article indéfini. Voyez, entre le cas où le 1 veut dire un seul, et le cas où 1 veut dire un quelconque. Donc là, il peut y avoir... enfin, je veux dire, la plupart du temps, il y a une certaine ambiguïté. On ne peut pas trancher. Sauf, par exemple, si vous êtes dans un café et vous commandez, vous dites un café. Là, vous demandez un seul. Hein. Et puis le serveur, il les ajoute et à la fin, au bar, il va dire j'ai besoin de 4 cafés. Oui, vous aviez une remarque ? Est-ce que vous pouvez dire 2 exemples ? Oui, pour le 1, alors, justement, on va prendre... il a fait preuve d'un courage extraordinaire. Ça ne peut pas être le numéral. Oui, là, c'est obligatoirement l'indéfini. Par contre, si vous dites il faut résumer ton idée en une phrase et une seule. Voilà, même si on peut dire pour préciser une seule phrase. Hein. Voilà, il y a des cas très nets, mais en dehors de ces cas très nets, il y a souvent un certain flou. Hein. Alors ensuite, vous avez les déterminants indéfinis qui, eux, correspondent, vous voyez, tout à l'heure, on parlait de l'extensité et des variations de l'extensité. Les déterminants indéfinis correspondent à ça. Ils partent de la quantité nulle, hein, 0, aucun, enfin pas 0, là c'est aucun, aucune, pas un, jusqu'à une quantité vague qui peut être vague plutôt faible, quelques, plusieurs, ça c'est intermédiaire, beaucoup de, hein, là ça va être des quantités plus grandes. Et puis ensuite vous avez la quantité totale, chaque, tout, n'importe quel. Et vous voyez, là aussi, c'est la richesse du français. Je crois que je vous l'avais dit d'ailleurs la semaine dernière. On peut étudier entre le, un, tout, chaque, n'importe quel, les cas où ça marche, où les uns marchent et les autres pas. Hein. Vous voyez, si je veux dire tous les étudiants ont rendu leur copie ou toutes les étudiantes ont rendu leur copie, je peux dire les étudiantes ont rendu leur copie, ça marche.
je peux dire chaque étudiante a rendu sa copie. Ça marche, mais ça veut dire c'est une nuance. Mais je ne pourrais jamais dire n'importe quelle étudiante a rendu sa copie. Ça ne marchera pas du tout. Vous voyez, donc ce sont des façons de fabriquer du générique qui sont très différentes les unes des autres et qui sont très intéressantes à cet égard. La généricité, ça fait partie donc de la façon de fabriquer la généralité. Ça fait partie des sujets de recherche intéressants en linguistique. Hein. Alors ensuite, bon, il y a des choses, le déterminant interrogatif et le déterminant exclamatif, c'est juste le mot quel, hein, dans différents emplois, c'est totalement marginal, ça ne mérite pas tellement de commentaires. Alors là, j'avais prévu un petit exercice, mais on ne va pas le faire parce qu'on n'a pas le temps. Je vais juste vous donner tout de suite le corrigé, parce que de toute façon, c'est très simple. Bon, j'ai commencé ma vie, vous voyez, déterminant possessif, au milieu des livres. Là, ça va être de plus le. Alors, j'ai souligné, parce que je n'en ai pas parlé, c'est l'article 0, ce qu'on appelle l'article 0. Hein. Donc, le déterminant, il est obligatoire dans le groupe nominal, on dit qu'il est obligatoire. Donc du coup, quand il n'y en a pas, on dit que c'est l'article 0. Bon, c'est une façon de s'en sortir d'une certaine façon en disant qu'il est obligatoire. Bon, certains linguistes font une différence entre l'absence d'article et l'article 0, mais je ne vais pas aborder cette question. Simplement, vous voyez que le doute, c'est un non-doute. Hein. Quand je dis sans doute, j'ai un groupe nominal prépositionnel, mais qui n'a pas de déterminant. Hein. Donc, là, doute a un article 0. Tout ce qui est souligné, toutes les occurrences soulignées ici, sont des cas d'article 0. Hein. Des cas, oui. Dans le cas d'octobre, oui. Je ne comprends pas pourquoi c'est article... Enfin, je vois qu'il n'y a pas d'article, oui. Mais ce D apostrophe... C'est une préposition, la rentrée de... octobre, donc c'est une préposition. Voilà, c'est une préposition. Hein. Là, si on disait la rentrée des classes, vous voyez, on voit bien que c'est 2 plus la rentrée de cette année, si vous dites par exemple la rentrée de cette année, la rentrée d'octobre, on voit bien que le de, c'est une préposition. Et puis, alors évidemment, dans le cas des noms des mois, l'emploi de l'article est rare. Hein. Un octobre pluvieux, on pourrait dire. Hein. Mais l'octobre est le mois que je préfère. Non, on ne dira jamais ça. Hein. On est au bord du nom propre, là. Hein. On est évidemment, les noms propres... Alors, il ne faut jamais dire que les noms propres sont sans article, parce que les noms propres, ils ont des emplois de l'article particuliers. Hein. Là, je ne veux pas développer trop longuement, mais tous les cas d'absence d'article ou d'article 0, mais simplement cette précaution-là d'éviter de dire que les noms propres n'ont pas d'article, parce que, vous voyez, vous pouvez dire, bon, je ne sais pas, Hugo ou Paris, bon, d'accord, mais vous pouvez dire le Paris de mon enfance, le Hugo que j'apprécie, c'est un Hugo qu'on ne reverra plus après. Enfin, il y a toutes sortes d'emplois spécifiques, enfin, pas spécifiques, je veux dire, d'emplois un peu particuliers des déterminants avec les noms propres. Hein. Donc, on ne peut pas dire comme ça cette chose qu'on entend parfois, les noms propres, ils n'ont pas d'article. Hein. Souvent, ils n'en ont pas, oui, mais pas plus que les autres noms. Tous les noms peuvent être employés sans article. Hein. Et simplement, les noms propres, quand on les utilise avec un article, ils ont un sens spécial. Bien. Alors ensuite, on a le bureau, le article défini, mon grand-père, déterminant possessif. Enfin, vous voyez, franchement, l'identification de ce genre de déterminants, l'identification des déterminants ne pose aucune difficulté particulière, il me semble. Hein. Alors après, ce qui va être plus intéressant, c'est d'être capable, par exemple ici, est-ce que dans le combiné du pouce, est-ce que c'est le du article partitif ou est-ce que c'est le du de plus le de plus le, oui. Là, le D, est-ce que c'est le D de plus les ou est-ce que c'est l'article indéfini pluriel? Article indéfini pluriel, d'accord. Est-ce qu'on en a d'autres? Alors, vous voyez, on disait tout à l'heure le 1. Regardons un peu les 1 et 1. Une fois l'an, là, c'est vraiment le 1, article déterminant numéral, 1. En revanche, un peu plus loin, me garantissait un avenir aussi calme que le passé.
là, c'est obligatoirement l'article indéfini. Par contre, je m'ébattais dans un minuscule sanctuaire. Bon, là, les deux valeurs sont là, mais on voit bien que c'est un, au sens de un quelconque, c'est un, celui dont je parle. Je ne veux pas dire qu'il n'y en avait qu'un. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Alors oui, ensuite, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'examiner sur les démonstratifs, quel emploi du démonstratif? Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Je les révérais, c'est Pierre Levé. À quoi ça fait référence? Comment ils fonctionnent ces démonstratifs? Eh bien, c'est Pierre Levé, ce sont les livres dont on parle avant, donc c'est un emploi anaphorique du déterminant démonstratif. Même chose ici, il maniait ces objets culturels avec une dextérité d'officiant. Le C, ici, renvoie à quelque chose qui précède. Même chose, ces boîtes, enfin, tout ça renvoie toujours au référent des livres. Hein. Une dextérité d'officiant, vous voyez, vous avez là un emploi de l'article indéfini avec un nom massif, un nom abstrait, mais parce qu'il a un complément du nom. Donc c'est un type de dextérité. Donc ça aussi, ça peut se commenter. Alors ensuite, il y a la valeur générique ou spécifique des articles le et un. Alors parfois, évidemment, c'est pas toujours facile parce qu'il y a des cas plus... Mais le bureau de mon grand-père, vous voyez que c'est vraiment là une valeur spécifique, ce n'est pas un le générique. Bon, je ne sais pas si on a d'autres choses. En général, ici, on n'a que des emplois de choses un peu spécifiques. Prendre un volume sans hésiter, là, 1, c'est encore le numéral. Hein. Voilà, donc, bon, les déterminants, à part commenter, vous voyez, pour les articles, est-ce que c'est générique spécifique? Pour les articles partitifs, est-ce que j'ai un massif ou un comptable? Est-ce que j'ai un emploi spécial? Et pour les démonstratifs, le fonctionnement du démonstratif, il n'y a pas tellement d'autres choses qu'on verra à commenter. Alors, voilà, il est 16h, on va faire une pause, je vais aller chercher vos copies, et puis donc après la pause, je vous rends les copies et je corrige le contrôle continu. Bien, alors nous allons corriger ce premier contrôle continu. Donc n'hésitez pas à bien vérifier, je vais à chaque fois vous indiquer le barème. Bon, il y a des variations hein, parfois dans mon barème qui sont liées à ma notation est liée à ce que j'estime être la gravité de certaines fautes. Donc je vais vous donner le corrigé et vérifiez bien si je ne me suis pas trompé dans le décompte de vos points, ça peut arriver. Hein. Donc voilà, alors je vais vous dire comme élément de corriger le minimum de ce que j'attendais. Après, vous pouvez dire des choses en plus, mais ma note, elle est fondée sur ce que je vais vous donner comme minimum. Donc, il y a une première chose que je ne comprends vraiment pas pour certaines copies, c'était bien écrit ici, donner la nature et la fonction des éléments soulignés. Donc, cette réponse, pour chaque élément hein, qui est souligné ici et que je n'ai pas repris là pour gagner de la place, mais que vous aviez dans la liste de vos... alors, ouais, s'il vous plaît, on écoute le corrigé et puis ensuite on pourra discuter, mais si on parle tous en même temps, on ne va pas s'en sortir. Bien, donc, il était bien précisé que la consigne, c'était donner la nature et la fonction. Donc, je ne comprends pas pourquoi dans beaucoup de copies, on n'avait pas nature, c'est ça, fonction, c'est ça. C'est quand même clair dans l'intitulé. Hein. Donc, déjà, si vous n'avez pas compris ça, si pour vous la frontière entre nature et fonction n'est pas nette, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de fondamental dans le cours que vous n'avez pas compris, parce que je vous ai bien expliqué, on a vu dès le début la liste des natures, la liste des fonctions, il y en a 7-8 dans chaque cas, je veux dire, on ne peut pas se tromper. La nature, c'est nom, verbe, adjectif, adverbe, déterminant, préposition, conjonction. Et puis les groupes, hein, groupe nominal, groupe verbal, groupe adjectival, groupe nominal prépositionnel, bon, il y en a pas beaucoup. Et les fonctions, c'est sujet, COD, complément circonstanciel, etc., épithète, bon.
voilà, il n'y a absolument aucune raison de se tromper dans ces deux listes. Hein. Je veux dire, les listes, c'est pas comme si c'était des listes avec une centaine d'occurrences. Si on compte les groupes dans les natures, il y a peut-être 10, 12 catégories, mais pas plus. Hein. Bon. Donc, il fallait bien donner à chaque fois nature-fonction. Donc, c'était très simple. Pendant les premiers jours de son installation à l'hôtel de Cluny, c'est un groupe nominal prépositionnel de fonctions complément circonstanciel. Voilà, c'est tout ce que j'attendais. Alors, si vous avez écrit groupe circonstanciel, ce n'est pas la nature, ça. Groupe circonstanciel, c'est une autre façon de dire la fonction. D'accord ? Pour dire la fonction d'un groupe circonstanciel, on peut dire que c'est groupe circonstanciel ou complément circonstanciel, c'est équivalent. Vous pouviez me dire groupe nominal prépositionnel de fonction groupe circonstanciel ou de fonction complément circonstanciel. Ça, les deux réponses étaient valables. Ensuite, il se jeta dans le travail. Dans le travail, groupe nominal prépositionnel de fonction complément d'objet indirect du verbe jeter. Hein, il fallait le préciser en principe. À toutes les existences, Paris offre à toutes les existences. Oui, alors, je précise, se jeta dans le travail, c'est un verbe de mouvement. Vous vous souvenez, c'est l'exemple, il tombe du bateau, etc. Hein, donc, c'est pas un complément circonstanciel. Oui ? On va pouvoir rester avec cette... Oui, vous pouvez la garder, la copie. Hein. Vous pouvez la garder, vous pouvez écrire dessus. J'ai relevé vos notes de toute façon, donc il n'y a pas de problème. Donc, offre à toutes les existences, groupe nominal prépositionnel, complément d'objet indirect de offre, hein, comme tout à l'heure c'était complément d'objet indirect de jeta, ou jeter. Ensuite, la sauvage énergie du vrai talent, groupe nominal prépositionnel de fonction complément du nom énergie. Le sombre vouloir de l'ambition, sombre adjectif épithète, du nom vouloir ou vouloir de l'ambition. Bon, la plupart du temps, vous avez mis vouloir, mais je l'ai accepté. Oui ? C'est ce que j'ai noté, vous n'avez pas mis... je vais voir avec vous. Oui, d'accord, hein, vous me direz si j'ai commis une erreur dans la correction. Lucien tombait chez Flicoteau vers 4h30. Vers 4h30, groupe nominal prépositionnel de fonction complément circonstanciel. Les mets étaient alors plus variés. C'est un groupe adjectival de fonctions attributs du sujet les mets. Les esprits poétiques, adjectif, épithète du nom esprit, son choix annonçait assez de discernement, annonçait quelque chose. Hein. Assez de discernement, groupe nominal de fonction COD de annonçait. Il y a juste la particularité de assez de qui est un déterminant indéfini là, hein, qui peut-être a trompé certains d'entre vous. Il avait distingué près du comptoir groupe nominal prépositionnel de fonction complément circonstanciel. Lui dénoncèrent des compagnons littéraires. Hein, leur discours saisi à la volée, lui dénoncèrent des compagnons littéraires. Lui pronom, ou pronom personnel, mais j'acceptais pronom tout court, mais en revanche, il faut, si vous avez dit pronom possessif ou autre chose, lui dénoncèrent, donc complément d'objet indirect de dénoncer, une sorte d'instinct lui fit groupe nominal de fonction sujet de faire deviner. Au jour des détresses financières, groupe nominal prépositionnel de fonction complément circonstanciel. 2 serviettes blanches, adjectif, épithète de serviette, de fonction épithète de serviette. Et puis 2 sympathies, groupe nominal prépositionnel, complément du nom, élan. Voilà, donc, vous voyez, c'est quand même, la consigne était quand même simple, hein, nature du mot, fonction. Dans assez de discernement, la fonction, c'était laquelle ? Alors, assez de discernement, annonçait, son choix annonçait quelque chose, COD, annonçait assez de discernement. Et le assez de, c'est un déterminant. Oui ? Vous pouvez répéter, c'était quoi pour plus varié Plus varié, en fait, la fonction, c'est attribut du sujet, l'émet. Hein ? Et sa nature, c'est groupe adjectival. C'est un participe passé, mais qui a une fonction d'adjectif ici.
Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette première partie? Non? Alors ensuite, les questions. Les expansions du nom épreuve. Alors, épreuve, ligne 2, donc c'était après la triste épreuve de la vie élégante qui venait d'absorber ses capitaux, il se jeta dans le travail, etc. Donc là, il fallait donner deux réponses. D'une part, l'adjectif triste, qui est une première expansion de épreuve, et deuxièmement, de la vie élégante qui venait d'absorber ses capitaux. Ça va jusqu'au bout, hein. Si vous avez mis uniquement de la vie élégante, c'est faux, évidemment, parce que qu'est-ce que vous en faites de qui venait d'absorber? C'est bien la vie qui vient d'absorber. Donc, j'ai quand même parfois mis un demi-point quand vous avez quand même mis triste, hein, en principe. Alors ensuite, le sujet de ce que dissipe, c'était un sujet inversé, se dissipe si vite, donc, il se jeta dans le travail avec cette première ardeur que dissipe si vite les difficultés et les amusements que Paris offre à toutes les existences, aux plus luxueuses comme aux plus pauvres, et qui, pour être domptées, exigent la sauvage énergie du vrai talent ou le sombre vouloir de l'ambition. Donc en réalité, là, le sujet de dissiper, c'était les difficultés jusqu'à la fin de la phrase, en fait, jusqu'à l'ambition. Puisque les difficultés, vous avez un groupe nominal, là, les difficultés et les amusements que Paris offre à toutes les existences, c'est une expansion qui commence là, hein, elle ne se finit pas à existence, mais c'est une expansion de amusement, des amusements que Paris offre à toutes les existences. Hein, c'est bien Paris offre ses amusements à toutes les existences, et ensuite aux plus luxueuses, etc. Vous voyez que c'est une apposition, c'est intégré à l'intérieur de ce COD. Hein. Oui? Une question. Le que, il signifie quoi dans la phrase? Où ça? Avec cette première ardeur, que dissipe. Eh bien, c'est une subordonnée relative. Hein. Cette première ardeur, que dissipe les difficultés? C'est les difficultés dissipent que, c'est-à-dire les ardeurs. D'accord? Le que, c'est un pronom relatif qui a pour antécédent cette première ardeur. D'accord? Et si on remet la phrase, si on enlève la relative, ça veut dire les difficultés et les amusements jusqu'à la fin de la phrase dissipent cette première ardeur. D'accord? Et la relativisation inverse le sujet. Ensuite, analyser le groupe verbal dont le noyau est « avait distingué ». Alors, « avait distingué », ligne 9, 10, c'est « avait distingué près du comptoir ». Donc, dès le premier jour de son entrée chez Flicoteaux, il avait distingué près du comptoir une table où les physionomies des dîneurs, autant que leurs discours saisis à la volée, lui dénoncèrent des compagnons littéraires. Donc là, l'analyse du groupe verbal, ça consistait à dire que le groupe verbal avait distingué et que la suite du groupe verbal, c'était une table où les physionomies jusqu'à la fin de la phrase, qui était donc un groupe nominal COD. Donc l'analyse, ça consistait à délimiter le COD, à dire qu'il commence à une table, hein, jusqu'à la fin. Notez aussi que près du comptoir n'en fait pas partie du groupe verbal, hein, puisque c'est un complément circonstanciel. Et donc dire avait distingué, vous pouviez donner le temps si vous voulez, mais c'était facultatif. Hein. Ce qui m'intéressait là, c'est que vous identifiez le COD, et surtout de le faire aller jusqu'à la fin. Le COD de vie, ligne 14, donc il ne vit que 2 couverts ornés de 2 serviettes blanches sans coulant et destinés probablement aux allants et venants. Donc le COD, là, il allait vraiment jusqu'à la fin de la phrase. 2 serviettes blanches, il ne vit, alors 2 couverts, qu'est-ce qu'il voit? Il voit 2 couverts ornés jusqu'à la fin de la phrase, d'accord, de serviettes blanches sans cou roulant et destinées, des serviettes qui sont destinées. Donc tout ça, ça fait partie du COD dont le noyau, qui est un groupe nominal, dont le noyau est couvert et le déterminant 2, déterminant numéral. Hein. Alors attention, le que ne fait pas du tout partie du COD. Hein. Il ne voit pas que 2 couverts. Le que fait partie du groupe verbal. C'est ne que. On a vu la négation ne que. Hein. Donc il ne fallait pas mettre le que dans le COD.
Ensuite, analyser le groupe verbal de la phrase « Le vis-à-vis de Lucien jusqu'à ne germer point ». Donc, le vis-à-vis de Lucien était un maigre et pâle jeune homme, vraisemblablement aussi pauvre que lui, etc. Donc jusqu'à ne germer point. Là, c'était simplement pour vous faire repérer un groupe verbal attributif avec être qui était le verbe noyau du groupe verbal. Et puis un maigre et pâle jeune homme jusqu'à la fin de la phrase, c'est l'attribut du sujet. D'accord ? Donc là, la question, c'était vraiment, ces questions, elles portaient sur votre capacité à bien délimiter les groupes. Donc si vous avez mis qu'un morceau du groupe, évidemment, c'est faux. Hein. Ouais, oui ? Il y aura aussi là-dedans, concernant les questions théoriques ? Non, non. Voilà, il n'y avait pas de questions théoriques, hein, non plus. Ça va ? Pas d'autres questions ? Très bien. Eh bien, à la semaine prochaine. Merci de votre attention.